Il a glissé l'enveloppe dans la boîte aux lettres comme on jette une pierre dans une eau calme. Petite, brillante, calculée. L'enveloppe était dorée. Sur le papier, le prénom d'Ada était calligraphié d'une main qui savait jouer des apparences. Une ligne, au bas. Si vous le permettez, vous êtes invité. Première rangée. Il y avait l'odeur de son parfum sur le rabat. Cette note lourde qu'elle avait apprise à reconnaître pendant des années. C'était une invitation et un piège. Un petit cercle de verre destiné à faire éclater ce qui restait d'elle en public. Ada posa l'enveloppe sur la table de la cuisine. Les jumelles, Amara et Zouri, étaient à l'autre bout de l'appartement, mêlant des chapeaux en papier avec des bâtons de colle, inconscientes du contour des histoires adultes. Leur rire, aigu et clair, traversa la pièce comme une promesse. Ada les regarda, puis revint à l'enveloppe. Ses doigts connaissaient le papier, la texture, mais aussi la façon dont il semblait mesurer la distance entre le passé et le présent. Elle sentit, pour un instant, la tentation de refermer la boîte et de laisser ce morceau de carton doré disparaître dans une poubelle. Elle ne jeta pas l'invitation. Ada n'était plus la femme qui se courbait pour ramasser chaque humiliation. Elle n'avait appris ce coup que trop tard. Elle s'approcha de la fenêtre et observa la rue. Un vieil homme balayait le trottoir, ses gestes répétitifs, presque rituels. Une jeune fille poussait un landau. Des travailleurs rentraient chez eux. La vie continuait dans son ordinaire. La grande scène, elle, attendait derrière une porte couverte de velours. Il y a des façons différentes de revenir sur une douleur. Certaines personnes la fuient en la niant. D'autres y répondent par la colère. Ada, elle, avait choisi la couture. Recoudre un vêtement cassé, c'était recoudre un lien avec elle-même. Travailler de ses mains lui rendait une mesure du monde qui n'exigeait ni excuses ni plaintes. Le fil, solide et fragile, passait dans l'aiguille et venait lier deux bords séparés, de la même façon qu'elle apprenait chaque jour à rapprocher sa vie des rêves qui lui avaient été pris. Le flashback n'était pas volontaire, il remontait comme un froissement de tissu. Quelques images bleues et or, la robe blanche cousue à la hâte, la voiture de luxe qui brillait sous la pluie, les mots prononcés avec douceur mais qui tenaient un piège. Personne ne nous comprendra. C'est pour ton bien. Le contrôle s'était installé dans les détails, le compte bancaire qu'elle n'avait jamais vu, les appels surveillés, les invitations auxquelles elle n'avait pas le droit de répondre. Les promesses de protection se sont muées en chaînes. La première fois qu'il l'avait isolée vraiment, elle avait cru que c'était de l'amour. La deuxième fois, de la peur. La 10e, une habitude. La fuite avait été une nuit froide. Ada avait pris 2 sacs, les jumeaux endormis, et avait refermé la porte sur des années. Elle n'avait rien emporté qui ne puisse être usé. Elle avait emporté son enseignement. Savoir coudre. La machine, un héritage d'une grand-mère, était le trésor qu'elle avait glissé sous son bras, comme on porte un enfant. Dans un appartement minuscule, elle avait recommencé, coupé, assemblé, ajusté jusqu'à ce que la robe tienne. Elle avait vendu les premiers vêtements de la mercerie du quartier, puis trouvé des commandes au bouche à oreille. Sa réputation, lente et obstinée, grandissait à la mesure d'un point après l'autre. Le matin où l'invitation est arrivée, Ada travaillait sur une robe de baptême pour la petite voisine. Dans la pièce, les bobines de fil semblaient des planètes alignées. Le cliquetis de la machine à coudre était un métronome qui avait remplacé les discours des hommes. Elle avait appris à mesurer la valeur par la qualité de son fil, pas par le son des moteurs de voiture qui passaient. Et pourtant, ce papier doré venait rappeler une valeur très différente, celle qu'on lui avait assignée, et menaçait de faire éclater ce qu'elle avait construit. Elle prit l'enveloppe et la reposa sans l'ouvrir. Cela devint une question qui traversa les jours. Aller ou ne pas aller? Il y avait une honte qu'on impose comme un vêtement trop serré, mais il y avait aussi la possibilité de répondre, non pas par le scandale, mais par la présence. Une partie d'elle voulait ignorer la farce, continuer à couper, à coudre, à tenir la maison et à faire grandir ses filles. Une autre partie, fragile et faufilée, voulait montrer que la disgrâce planifiée ne la définirait pas. C'est dans ce moment d'hésitation qu'il entra dans sa boutique improvisée. Kofi poussa la porte sans fracas, comme on pénètre dans une pièce où l'on sait être bienvenu. Il portait des vêtements simples,
un manteau sombre, des chaussures propres. Il y avait dans son regard une attention qui n'était pas celle des gens habitués aux grands salons et aux faux compliments. Il s'approcha d'une étagère pleine de tissus et passa la main sur la laine comme si chaque fibre lui racontait une histoire. Elle ne se souvenait pas s'il l'avait saluée en premier ou si c'était elle qui s'était arrêtée de travailler. Il y eut un échange de regards, puis un sourire discret. Il demanda timidement un mètre de tissu, pas pour lui, mais pour une idée. Quand elle lui montra le choix, il toucha le fil d'or qui pendait d'une manche étriquée d'un vêtement inachevé. « C'est beau, » dit-il. « Il y a une patience dans ce travail. » Il ne parla pas avec la condescendance de ceux qui se croient généreux. Il parlait comme quelqu'un qui connaissait le prix des choses, sans en faire une monnaie d'échange. Kofi l'écouta raconter comment elle corrigeait les vestes, comment elle tirait le fil pour que les coutures tiennent. Il ne pressa pas de questions personnelles. Il s'intéressait au geste, non à la blessure. Et cela, en soi, était un soin. Leur première rencontre fut rythmée par le bruit des ciseaux et le froissement du tissu. Kofi plaisanta une fois sur la façon dont elle traitait une manche comme une bataille à gagner. Ada répondit avec la même piqûre « Une manche mal faite peut vous ruiner une journée entière ». Il rit, non d'elle mais avec elle. Et la conversation glissa vers d'autres choses. Le marché central, les plantes sur le balcon, les écoles des jumelles. La ville dans laquelle il vivait avait des couches. À la surface, les façades neuves et les cafés avec des vitrines propres. En dessous, des ateliers, des coins où la créativité se mélangeait à la nécessité. Kofi connaissait certains coins mieux que d'autres. Il acheta le tissu, un velours sombre et un fil d'or, sans marchander, puis se leva pour partir. Avant de franchir le seuil, il se retourna. « Si jamais tu veux, je peux t'aider à trouver une vitrine pour tes robes, » dit-il, comme s'il proposait un chemin et non une faveur. Ada eut envie de refuser. Elle avait appris à refuser la pitié. Mais il y avait dans ses mots une absence de jugement. Il n'était pas un sauveur annoncé. Il était un homme qui offrait un espace, discret et sans bruit. Elle accepta son numéro sur un bout de papier. Il le prit et l'entoura d'un sourire qui ne cherchait pas à tout expliquer. « Appelle-moi quand tu veux. Je suis souvent au marché. » Les semaines qui suivirent furent faites de petits rendez-vous. Il revenait parfois, acheter un échantillon de tissu, ou il passait juste pour dire bonjour. Il lui apporta un fragment d'une commande qu'il avait trouvée chez un tailleur, parce qu'il avait pensé qu'elle saurait comment en tirer encore une belle coupe. Il ne donnait pas d'argent dans ses gestes, il donnait de la crédibilité. Et pour Ada, dont chaque euro comptait et chaque promesse s'était transformée en dette morale, cela comptait plus que ce qu'elle aurait cru. Il lui ouvrit la porte d'un petit café, où, un après-midi, il lui dit, presque en passant, « Tu dois venir au mariage, pas pour lui, mais pour toi. Si tu veux, j'irai avec toi, à ta façon. » La phrase resta suspendue. À ta façon. Il ne parlait pas de revanche, ni de parade. Il parlait d'un choix. Ada connaissait l'effet qu'une femme qui se présente par elle-même pouvait produire. Non pas un coup porté, mais une ordonnance de vérité visible. Cette idée la fit trembler. Elle pensa d'abord à dire non, à effacer la possibilité qu'il la voie, à protéger ses filles d'un spectacle, mais elle imagina aussi, furtivement, une autre scène. Elle sur le seuil, le tissu doré reflétant une lumière qui n'avait rien à voir avec les phares d'une voiture de luxe. Elle repoussant la honte par une dignité qu'on ne lui avait jamais accordée. Pendant des jours, elle hésita. Elle mesurait les conséquences, les dents serrées. Elle regardait les filles qui tissaient des couronnes avec des morceaux de papier, et elle songeait à la force simple que ces gestes portaient. Les jumeaux n'étaient pas objets d'une vengeance. Elles étaient la mesure de son courage. Elle ne voulait pas leur apprendre la revanche. Elle voulait leur montrer comment on se tient debout. Kofi la laissa décider. Il n'insista pas. Il demanda seulement s'il pouvait l'accompagner au marché au tissu pour l'aider à choisir la matière d'une robe, comme une amie, non comme un patron. Ils passèrent une après-midi à marcher parmi les stands, à toucher la soie, à contempler les reflets d'un fil d'or. Parfois, sans qu'elle demande, il disait des choses qui relevaient sa vision. « Ce tissu te rendra droite » ou «
Cette couleur laisse la parole à celui qui la porte. Il parlait de vêtements comme s'il avait dans la force d'une parole, et Ada sentit que ses mains retrouvaient une autorité oubliée. Il n'y avait pas de grand geste théâtral de la part de Kofi. Pas de limousine, ni d'annonce publique de fortune. Il existait dans les petits détails, un accompagnement silencieux, une porte tenue, un sourire qui ne cherchait pas à tout réparer. Si certains pouvaient le qualifier de riche, c'était parce que, parfois, des commerçants le saluaient avec respect. Mais pour Ada, il était surtout cet étranger devenu compagnon de marche entre les étals qui voyait sa manière de tenir l'aiguille. Elle restait toujours la propriétaire de son acte. Il lui proposait une possibilité. Elle faisait les choix. Il y eut des nuits où les pensées la tenaillaient. Si elle allait, que se passerait-il ensuite? Si elle restait, que deviendrait le silence qui semblait boire sa vie? Elle se réveillait, la couverture serrée autour des jambes, et se souvenait des premiers jours après la fuite. Le froid, l'odeur du savon, la voix de ses filles dans le couloir comme un testament. Elle rêvait qu'elle recousait un manteau trop grand pour elle, qu'elle le réduisait, point par point, jusqu'à ce qu'il devienne à sa taille. Chaque point était une victoire en miniature. Le temps, cependant, se rapprochait de la date. L'invitation pesait sur la table comme une promesse faite par quelqu'un d'autre, une promesse empreinte d'arrogance. Elle pouvait l'ignorer, la brûler, l'offrir à la poubelle. Mais il y avait une valeur, pour elle, à transformer la provocation en récit public de sa propre dignité. Elle commença à envisager une robe. Pas une création pour séduire, ni pour éblouir par l'éclat, mais une tenue qui dirait « Je suis ici et je suis entière ». Le choix des tissus devint une méditation. Ada parcourut ses tiroirs, sortit des rouleaux qu'elle avait mis de côté depuis des années, des restes de commandes, un morceau de velours sombre, une doublure dorée. Elle recherchait une texture qui tiendrait la lumière sans la mendier. Elle voulait quelque chose de noble, mais pas clinquant. Une couronne, peut-être, mais faite à la main, symbole du travail plutôt que d'un statut acheté. Elle imagina une tiara légère, tressée avec fil d'or et petits éléments récupérés. Perles qu'elle avait économisées, une plaque de métal qu'elle polirait, quelques boutons anciens. La couronne, dans son esprit, devait du sens traditionnel. Ce n'était pas un symbole de domination, mais une affirmation de sa valeur. Kofi vint une après-midi, portant un petit sac. Il s'assit à l'atelier comme s'il était à sa place et observa les joues de la ville. Il sortit une pièce d'étoffe qu'il avait trouvée, fine et presque noire. « Je pensais à quelque chose pour la robe », dit-il simplement. Son regard ne chercha pas à la contrôler. Il cherchait à la voir. Elle sentit une lourdeur diminuer. Il n'y avait ni défi, ni arrogance dans sa présence. Elle accepta son aide pour les mesures. Ce geste, banal, prit la signification d'un rite. Il y eut des rires. Comment prendre la mesure d'un corps qui n'avait plus l'habitude d'être célébré? Et des silences qui parlaient de fatigue et d'espoir mêlés. Les filles entraînent parfois, regardant, fascinées par l'idée que leur mère puisse créer une robe comme on crée une promesse. Ada leur demanda leurs avis. Elles proposèrent des fils brillants, des motifs de papillons. Leurs idées se glissèrent dans la création comme une manière d'inscrire leur présence dans la pièce. Il y avait, dans la préparation, une discipline nouvelle. Ada se levait plus tôt, travailleuse et concentrée. Elle retravaillait des patrons, ajustait la taille, renforçait les coutures. Parfois, la fatigue la prenait et elle s'arrêtait, les mains engourdies, pour écouter le bruit de la ville. Elle pensait à la façon dont il l'avait humiliée autrefois, et à la manière dont maintenant elle pouvait transformer l'humiliation en parole, non par la vengeance, mais par la visibilité. Elle se rappelait les journées où il lui disait d'être reconnaissante pour ce qu'il lui donnait, puis la privait de la joie de choisir. Le point fait maintenant office de réponse. Il tient, il retient, il parle. Les voisins commencèrent à parler, doucement, avec prudence. Dans un quartier où la vie des autres était souvent spectacle, la nouvelle de l'invitation fit le tour par des chuchotements. Certaines femmes lui envoyèrent des messages, d'autres des regards compatissants. Ada apprit à reconnaître la solidarité discrète. Une boîte de gâteaux déposée à la porte.
une offre pour garder les filles le temps d'une soirée. Elle accepta certaines aides et refusa d'autres, selon ce que ses limites dictaient. Elle gardait le contrôle des gestes qui la concernaient. Un soir, alors qu'elle posait la dernière perle sur la maquette de sa tiara, son téléphone vibra. Le message venait de Kofi. « Si tu veux, je peux venir te chercher, à ta façon. » Il y avait dans ce raccourci toute la phrase entendue des semaines plus tôt, mais sans le poids de la réitération. Ada posa l'outil, regarda les perles s'aligner sur le tissu, et se surprit à sourire. Elle songea à la troupe qu'elle n'appellerait pas « armée » au sens agressif, mais à l'escorte qui tiendrait sa main, à ceux qui respecteraient à son espace. Elle songea à une Rolls, non pas comme une fanfare de fortune, mais comme une présence qui protège la dignité sans la transformer en spectacle. Elle pensa à la façon dont la nouvelle fiancée, Viviane, pourrait réagir, et à la fragilité des alliances bâties sur l'apparence. La décision n'était pas un moment de triomphe bruyant. C'était une consolidation, lente, précise, comme lorsque l'on renforce une couture en passant 3 fois l'aiguille au même endroit pour s'assurer qu'elle ne lâchera pas. Ada prit une profonde inspiration. Elle prit son téléphone et écrivit à Kofi simplement « D'accord, à ma façon ». Il y eut un silence, puis une réponse. Un emoji de pouce levé, discret, presque timide. Ce petit écho électronique sembla sceller le pacte qui n'avait pas besoin de bruit. À l'approche du jour, Ada eut des moments de doute. Elle se réveillait en se demandant si tout ceci ne serait pas une façon de ramener la colère dans sa maison. Elle vivait avec les filles, et sa première responsabilité était leur sécurité émotionnelle. Elles étaient à la mesure réelle de son courage. Alors elle leur expliqua, à leur hauteur, que parfois on doit aller là où les choses diffèrent, pour montrer qu'on existe. Les jumelles comprirent à leur manière. Elles testèrent la tiara, froncèrent les sourcils en voyant la robe, puis furent fières de leur mère. Elles cousaient des fleurs en papier pour l'ajouter, avec des gestes innocents mais pleins d'appui. Les jours précédant l'événement furent un tissage serré d'attente et de préparation. Ada finalisa la robe. Une coupe simple, des lignes droites pour ne pas s'encombrer d'artifices inutiles, un relief doré qui attrapait la lumière sans la mendier. La tiara, délicate mais affirmée, était faite de fils d'or tressés et de petites perles raccommodées, brillantes comme des constellations volées. Elle n'était pas un symbole de revanche. Elle était l'ornement d'une femme qui avait choisi de se reconnaître. Kofi, comme promis, arriva la veille, sans spectacle. Il parla avec les filles comme s'il était l'ami de la maison, non l'hôte d'une grande opération. Il fit la conversation, fit preuve d'humour et d'écoute, et surtout, respecta le rythme de la famille. Il laissa à Ada la conduite complète des choix. La présence de l'armée qui l'amenait n'était encore que suggérée. Quelques personnes qui viendraient pour assurer une tranquillité, non pour intimider. Ada avait demandé des limites strictes, pas de vidéos, pas d'intervention agressive. Kofi, l'ayant entendu, acquiesça. Son sérieux était une garantie sans fanfare. La veille du mariage, Ada mit la robe sur le mannequin pour la dernière vérification. Elle retira un fil superflu, recousit une couture, observa la tiara sous la lumière. Elle se contempla dans la petite glace posée sur la table de couture. La femme qui se réfléchissait n'était pas exempte de peur. Elle était, pour autant, plus entière qu'elle ne l'avait été depuis des années. Chaque point racontait une histoire de minutie, d'attention et de sacrifice silencieux. C'était cela, plus que tout, qui ferait la différence. Dans son sommeil, elle rêva d'une salle pleine de miroirs. À chaque reflet, une version d'elle-même apparaissait. La jeune fille joyeuse, la femme effrayée, celle qui avait fui, celle qui travaillait tard la nuit. Dans le rêve, toutes se rassemblaient pour contempler la robe, pour approuver une décision. Elle se réveilla avec les yeux pleins de clarté. Le plan était posé. La mise en scène ne serait pas une revanche ordinaire. Elle serait une leçon de dignité portée et accessible, une façon de revenir à soi sur ses propres termes. Le matin du départ, Ada embrassa longuement ses filles. Leurs petites mains pressèrent la tiara dans une poche secrète. Elles chuchotèrent des mots d'encouragement. « Tu vas être belle, maman », dit Amara.
N'oublie pas de sourire, ajouta Zouri. Ces ordres simples eurent plus de poids que 1000 discours. Ada sentit la responsabilité et la force s'entremêler. Elle prit la robe, la tiara, et glissa un mouchoir brodé dans la poche, un morceau d'enfance, une mémoire recousue. Au seuil de l'appartement, elle regarda une dernière fois l'enveloppe dorée posée sur la table. Elle la prit, la plia doucement et la glissa dans son sac. Ce n'était plus une menace. C'était un objet transformé en preuve qu'on lui avait parlé dans un certain ton et qu'elle répondrait dans le sien. Kofi l'attendait à l'extérieur, avec une voiture discrète, la promesse d'une escorte respectueuse, sans ostentation inutile. Ses compagnons n'étaient pas une troupe belliqueuse, mais des personnes tenues au respect, engagées à offrir seulement la protection d'un passage. Ada monta dans la voiture. Les filles lui firent de grands signes depuis la fenêtre. Elle agita la main, puis se concentra sur la route qui la séparait du grand pavillon, où la fête devait avoir lieu. À mesure que la voiture roulait, la ville défilait comme un rouleau de tissu. Panneaux, silhouettes, lumière. Ada sentit l'adrénaline monter, mais ce n'était pas la colère qui la portait. C'était une tension calme, comme celle d'une main qui tient une aiguille, prête à faire le premier point d'une couture décisive. Elle repassa mentalement les étapes, les discours qu'elle pourrait prononcer ou ne pas prononcer. Elle avait appris qu'un silence bien placé pouvait peser plus qu'une tirade. La porte du grand pavillon se dressa bientôt devant elle, ornementée de colonnes et de fleurs. Le monde qu'elle avait quitté un matin était là, scintillant d'apparence. Elle sentit le poids des regards possibles. La robe, soigneusement rangée à l'arrière de la voiture, attendait son moment de sortir. La tiara reposait près d'elle, petite et ferme, comme une promesse en métal. Kofi posa sa main, doucement, sur la sienne. Il n'y eut pas de mots inutiles. Ada acquiesça. Non parce qu'elle avait besoin d'approbation, mais parce qu'elle reconnaissait la présence d'un allié qui n'effacerait pas sa responsabilité. La lumière fit un émoi particulier. Le jour semblait vouloir révéler plus qu'il n'était convenu. Alors qu'elle descendait de la voiture, elle sentit les regards, les murmures, et un instant se passa où le monde entier sembla retenir son souffle. Ce n'était pas un hurlement mais un silence plein d'attente. Elle posa une main sur le tissu de sa robe, sentit sous ses doigts la densité du velours et le fil d'or qui courait comme une promesse fragile. Elle redressa la nuque. La porte du pavillon s'ouvrit devant elle. La porte du pavillon s'ouvrit devant elle. Le silence se fit comme un tissu qu'on retient avec les doigts. Lourd, plein d'attente. Les colonnes avalèrent la lumière et la jetaient en lambeaux sur les invités. Les nappes blanches, les verres, les bracelets, tout renvoyait une seule histoire. Ada avança d'un pas. Le velours absorba ses pas comme on amarre une barque au quai. Les murmures montèrent, puis se figèrent. Si vous aimez les histoires où la dignité finit par surprendre le monde, abonnez-vous. La Rolls noire s'arrêta quelques mètres plus loin. L'escorte n'était pas une troupe cliquetante de soldats, mais un petit cortège discret. 2 hommes en costume sombre, une femme au regard calme, une voiture de sécurité avec leur logo. Ils formaient l'armature d'une protection, rien d'autre. Ils attendaient les consignes d'Ada comme on attend l'autorisation d'un chef d'orchestre. Ada prit la main de Kofi. Sa main était chaude, ferme. Elle sentait les nervures du cuir de la tiara sous ses doigts, la minuscule soudure polie par ses soins. Elle glissa la couronne sur sa tête, comme on replace un dernier bouton sur une veste retrouvée. La tiara n'était pas luisante comme un trophée, mais elle captait la lumière en petites constellations, points d'attache qui racontaient des nuits de travail, des gestes économisés, des économies tissées. Elle entra. Les regards la balayèrent d'abord comme une vague, cherchant à mesurer la nouveauté. Puis certains se figèrent. Les quelques amis présents qui connaissaient l'histoire détournaient les yeux avec gêne. D'autres se penchaient, curieux. Elle marcha entre des tables, sous des guirlandes de fleurs, le fil d'or courant sur sa robe comme une écriture. Les photographes, qui n'avaient pas encore remarqué l'importance de ce passage, se redressèrent. Tinedou, qui avait organisé la mise en scène de la première rangée, se leva d'abord. Son visage, en réalité, ne trahit que la surprise d'un homme surpris d'être vu. Il n'avait pas prévu Ada. Ou plutôt,
Il avait prévu une Ada brisée, réfrénée, émue. Exactement le spectacle qu'il aurait consacré. La voir debout, droite, tressée de fils, fut un arrêt de sa mécanique. Viviane était assise à côté de lui. Elle était la mariée qui avait choisi la lumière, la robe blanche épousant un style que ses amis qualifiaient de parfait. Son sourire vacilla en voyant Ada. Ce n'était pas un sourire accomplissant une arrière-pensée. C'était une confusion subite, comme lorsqu'on s'aperçoit que le décor d'une pièce a été mal accroché. Ada marcha jusqu'à la rangée. Elle ne cria pas. Elle ne chercha pas l'ovation. Elle posa la main sur la chaise réservée. Il y avait, sur la carte, le nom imprimé avec la même calligraphie qui avait autant de mensonges cachés. Ada Mensa, première rangée. Elle l'exposa d'un geste sec, sans trembler. L'enveloppe avait perdu sa force quand elle l'eut prise. Elle déplia la carte. Le bruit était celui d'un papier qu'on reconquiert. Tinedou se leva pour faire la comédie de l'accueil. Sa voix, d'abord polie, chercha à recoudre la situation à son avantage. « Ada, je ne m'attendais pas à... » Il balbutia comme quelqu'un qui a oublié ses répliques. Ada leva la main. Elle n'avait pas besoin d'insulter. Les mots lui étaient devenus des outils. Sa voix, dans la pièce, fut nette, courte. « Vous avez invité pour voir des larmes. Je suis venue pour être entière. » Le silence se fit plus profond. Les têtes se tournèrent, comme si un rideau s'était levé. Dans la salle, quelqu'un rangea sa fourchette sans bruit. Kofi ne parla pas. Il resta à côté d'elle, humblement, comme un point fixe. Ses yeux disaient « Je crois en ce que tu fais. » La Rolls et l'escorte reculaient, faisant une allée claire. Tinedou rougit, non de colère, mais d'une sorte d'humiliation mécanique. Les maîtres de cérémonie échangèrent des regards. Une femme près de la table murmura quelque chose au mari à côté d'elle. Les téléphones portables se levèrent, involontairement d'abord, puis comme une marée. Des vidéos commencèrent, des petites lumières rouges clignotant au sein du public. L'instant était capté. Ada prit une seconde. Elle regarda les visages. Elle laissa son regard longer les bouquets, les nappes, puis revenir sur l'homme qui avait essayé de l'effondrer. Il cherchait la réaction, sa rassurante domination de toujours. Il cherchait à déclencher la honte. Ce qui se produisit fut différent. Un couple à l'arrière la regardait fixement, leurs yeux humides. Une vieille dame posa sa main sur celle de son mari. Les jumelles d'autres femmes se serrèrent l'une contre l'autre. Ada ne voulait pas s'ériger en juge. Elle voulait montrer ce qu'elle avait tissé. Elle parla encore, mais ses mots furent de plus bas, mieux choisis. « Vous m'avez invitée parce que vous pensiez que l'on pouvait me réduire à une émotion. Je suis faite d'ouvrage, de patience. J'ai 2 filles qui comptent sur moi. Je suis venue pour elles, et pour tout ce que je n'ai jamais pu me permettre d'être, à ma façon. » Un silence plus prononcé. Puis, quelqu'un applaudit, d'abord timidement, puis d'autres suivirent. Pas une ovation hystérique, plutôt une reconnaissance qui se répandait, comme une couture bien faite suit le vêtement. La mariée, Viviane, se leva. Sa main toucha le bras de l'homme qu'elle allait épouser. Elle la retira comme brûlée. Le regard qu'elle lança à Tinedou n'était pas un reproche théâtral. C'était une question profonde et lacunaire. Tinedou tenta de riposter. Sa voix prit un ton plus sec. « Ce n'est pas le lieu. »« C'est le seul lieu où nous étions invités, » interrompit Ada, avec un calme tranchant. « Vous avez choisi la scène. Je choisis d'y être vrai. » Les mots firent leur travail. Ils ne piquèrent pas comme des couteaux. Ils déposèrent une évidence. Un serveur fit tomber un verre de cristal. Le bruit fut un claquement, et tout le monde se retourna. Les caméras firent leur mouvement. Un téléphone monta vers la scène, filmant. La vidéo dura 15 secondes. 15 secondes qui, dans la minute, commencèrent à circuler. La mariée s'effondra à la conscience d'une vérité qu'elle n'avait jamais appelée. Elle regarda l'homme à ses côtés et vit, peut-être pour la première fois, ce que cela signifiait d'être aimée par un homme qui manquait d'autorité morale. Ce n'était pas un jugement scabreux lancé par un étranger. C'était la découverte qu'un mariage se fonde sur la confiance, et que la confiance ne se bâtit pas sur l'humiliation des autres.
Viviane se leva, ramassa son voile et se dirigea vers la sortie. Sur le seuil, elle se retourna. Son regard était fier et désolé, comme une main qui se retire. Elle marcha, sans faire de bruit, suivie par quelques convives qui semblaient comprendre que rester serait cautionné. Tinedou regarda la porte qui se refermait sur la femme qu'il avait choisie. Un chuchotement gagna les tables. Loin de tout grand discours, il restait seul au milieu d'une scène qui n'était plus à lui. Les invités se partageaient en regards, en murmures, en messages envoyés. Quelqu'un cherchait un ami, quelqu'un partageait la vidéo. Personne ne crut bon de l'humilier. Personne n'applaudit la chute. La peine de l'homme fut contenue dans sa façon de perdre l'équilibre moral. Il n'y eut pas d'acharnement, seulement une révélation froide. Une femme au comptoir saisit son téléphone, regarda la vidéo et la posta avec une phrase simple. Regardez comment une femme répond à la honte. La publication prit le temps de ses premières heures. Dans la salle, la conversation trouva un autre rythme. Moins lesquels, plus de vérité. Des heures après, les réseaux commencèrent à vibrer. Les extraits se multiplièrent. La tiara captée en contre-plongée, la robe qui accroche la lumière, le portrait d'Ada qui marche tranquille entre les tables. Des articles commencèrent à raconter la scène, façon factuelle, avec des images. Les commentaires, dans leur grande majorité, portaient un respect mesuré. D'autres offrèrent des conseils ou des souvenirs similaires. Il y eut des appels pour la contacter afin d'en savoir plus. La presse de quartier fit le récit sans sensationnalisme. Quelques chroniques évoquèrent la question des relations de pouvoir entre hommes et femmes, la facilité qu'ont certains hommes d'apprivoiser la honte comme un outil. Tinedou sentit ses partenaires se désengager. Pas par vengeance spectaculaire, mais par prudence. Des appels furent reportés, des rendez-vous annulés, des messages qui autrefois portèrent la certitude envolée. Cela ne faisait pas les titres du lendemain. C'étaient de petits plis qui se formaient sur sa réputation, des détails qu'il ne pouvait lustrer. Ada, de son côté, ne cherchait pas la revanche. Sa victoire n'était pas dans la chute d'un homme, mais dans l'assise retrouvée de sa propre histoire. Les jours qui suivirent, elle répondit à quelques messages, mais choisit surtout de retourner à son atelier. Les demandes affluèrent. Des clientes voulaient la robe qui avait traversé le silence, d'autres voulaient une couronne faite main, certaines voulaient apprendre à coudre. Ada décida de prendre seulement ce qu'elle pouvait tenir sans perdre le rythme de sa vie familiale. Kofi, prudent et discret, proposa d'aider à organiser une vitrine pour exposer les pièces d'Ada dans un coin de la ville où les passants pourraient voir le travail. Il proposa, et non imposa. Ada accepta en connaissance de cause. Ce serait sa marque, pas une vitrine façonnée pour la mise en scène d'autrui. Ils trouvèrent un local modeste, lumineux, dont la vitrine donnait sur une rue passante. Le lieu devint, peu à peu, un atelier-boutique. Ada y plaça sa machine, ses stockages de tissus, et une petite table où les jumelles pouvaient dessiner. Elle engagea 2 couturières du quartier, femmes qui connaissèrent la fatigue des longues journées, mais qui apportaient aussi une précision aimable. L'une était une ex-vendeuse de marché, l'autre une mère qui avait raccroché au métier plus jeune. Ada les payait avec la même rigueur qu'elle employait pour ses patrons. Des salaires clairs, des pauses et un respect de leurs horaires. Les clientes affluèrent d'abord pour la robe, puis pour des commandes plus petites. Un manteau retouché, une robe pour une cérémonie, une tiara pour une enfant qui voulait se sentir princesse. Les commandes vinrent aussi de femmes qui avaient été touchées par son histoire sur les réseaux. Elles voulaient un vêtement qui ne demandait pas qu'on doute de leur valeur. La boutique prit bientôt un nom simple, Atelier Fil d'Or. Le logo était discret, une bobine et un petit trait doré. Ada signa les premières étiquettes. Chaque étiquette portait un petit mot. Fait à la main, fait pour durer. Les clientes lisaient comme une promesse. Un rédacteur local écrivit un portrait qui encensa la minutie de son travail plutôt que l'épisode public. Les commandes augmentèrent, mais Ada garda toujours la même main. Pas d'industrialisation, pas d'abandon des personnes qui l'entouraient. Kofi resta présent, mais toujours comme un appui et jamais comme un faiseur. Il lui proposa un financement discret pour améliorer les machines et pour envoyer quelques pièces en ligne. Ada accepta une partie, remboursable selon les ventes. Elle préféra le terme « avance »
et appliqua sa stratégie comme une entrepreneuse prudente. Elle forma ses employés à la gestion des clients, au contact, au suivi des commandes. Elle apprit à dire non à des demandes qui auraient pu fragiliser l'équilibre familial. Son succès fut lent, mais stable. Elle évita les promesses sensationnelles et garda la qualité comme son étalon. Les jumelles devinrent petites ambassadrices. Elles épinglaient des rubans, rangèrent des boutons, riaient avec les clientes qui venaient parfois en quête d'une histoire qui n'était pas la leur. Elles ne furent jamais mises en scène pour des coups médiatiques. Elles étaient là parce que la vie se passait devant leurs yeux. Une mère qui travaillait, des clients qui rendaient un hommage à une présence. Leur innocence fut protégée. Ada n'accepta jamais une interview qui les incluait sans leur consentement. Elle garda un périmètre. La crédibilité d'Ada ne vint pas uniquement de l'épisode du pavillon. Elle vint de la constance, des heures à la machine, des retouches sans se presser, le soin mis à chaque bouton. Elle refusa d'ouvrir une ligne d'accessoires en masse. Elle préféra la rareté soignée. Les commandes pour des tiaras augmentèrent un temps, des petites pièces pour des mariages modestes, des coiffures d'enfants, puis elle constata que le besoin était moins la couronne que la confiance. Elle lança aussi des ateliers d'apprentissage, des après-midi, où elle montrait à d'autres femmes comment retoucher leurs vêtements, comment redonner vie à un manteau usé. Ces cours n'étaient pas destinés à faire d'elles des créatrices professionnelles, mais à leur rendre une autonomie. Les journalistes vinrent un moment, attirés par la force narrative. Ada accepta quelques interviews mais imposa ses règles. Pas de paroles sensationnalistes, pas de discours imputant tout à un homme. Elle expliqua simplement « J'ai recousu ma vie ». Quelques chroniques valorisèrent sa méthode, d'autres forcèrent leurs analyses vers des angles qu'elle n'avait pas choisis, mais la plupart finirent par écrire la même chose. Il existe un plaisir franc dans un travail bien fait, et il existe une reconnaissance publique, lente mais durable, pour la dignité présentée sans spectacle. Tindu, pour sa part, tenta de regagner du terrain. Il fit quelques apparitions dans des dîners d'affaires, parla de incompréhension, essaya de restaurer ses contacts, mais l'effet de sa propre mécanique se souleva contre lui. Des partenaires qui avaient accepté sa surface prirent de la distance. Les projets furent retardés, les invitations moins nombreuses. Il n'y eut pas de procès spectaculaire, pas d'image de sa chute financière dans la presse nationale. Il y eut plutôt une série de portes qui se fermèrent doucement. Il devint une question locale, une légende au coin des couloirs où les gens chuchotaient. Il a voulu l'humilier. Viviane, quant à elle, garda un silence public. Dans certains cercles, on la vit rarement. Les commentaires sur elle variaient. Compassion pour une femme prise dans un désaccord moral, reproche pour avoir choisi un mariage peut-être trop vite. Ada ne nourrissait aucune rancœur particulière à son égard. Elle comprit, avec un calme qui n'avait rien d'exhibitionniste, que les vies des autres portent parfois des erreurs sans intention maléfique. Elle préféra ne pas la juger. Elle avait autre chose à faire. Construire. Le bouche à oreille fut, encore une fois, le moteur le plus sûr. Une cliente vint d'une ville voisine, portant la robe d'une amie réparée par quelqu'un d'autre, et refusa de la quitter. Elle voulut savoir qui pouvait recoudre une histoire, non simplement un vêtement. L'atelier Fil d'Or devint un lieu où les femmes se racontaient sans phare. Certaines portaient leurs cicatrices comme des timbres, et Ada les écoutait, sans paternalisme. Elle cousait, elle repartait avec une pièce, et, parfois, un peu de courage reconstruit. Le temps allégea la lourdeur de l'événement public. Les vidéos circulèrent encore, remaniées ici et là, mais la voix principale restait claire. Une femme avait choisi la dignité plutôt que la vengeance. Elle avait transformé la provocation en visibilité, non pour humilier mais pour témoigner. Et cela, pour beaucoup, était plus difficile encore. Les années qui suivirent furent des années de tissage. Ada agrandit son atelier en conservant son équipe. Elle forma un assistant à la gestion des commandes en ligne. Elle accepta d'ouvrir une petite ligne de robes de cérémonie, mais avec une limitation. Chaque saison, une collection restreinte, afin de préserver la main et l'âme du textile. Les pièces furent photographiées dans des lieux simples, un mur pastel, une fenêtre, sans mise en scène clinquante.
Il y avait une esthétique du retrait, de la sobriété qui fit sa marque. Kofi était toujours présent à ses côtés, mais jamais dominant. Il intervenait comme un ami prudent. Il laissa les financements discrets pour l'équipement, proposa des contacts pour une photographe locale, donna son avis quand on le demanda. Il ne prit jamais le devant. Dans la fabrication de la première vitrine, il promit de payer l'éclairage si Ada acceptait d'installer une petite bibliothèque à côté, un coin pour des ouvrages dédiés aux métiers manuels. Elle accepta. Le coin devint un refuge pour les clients qui restaient parfois longtemps, un espace de lecture et d'échange. Le travail permit aussi des liens nouveaux. Des femmes du quartier, qui autrefois avaient trop peu d'espace pour évoluer, trouvèrent dans l'atelier un lieu de rencontre. Ada organisa des matinées pour les mères célibataires, où elle proposait des tarifs adaptés. Elle fit aussi une rencontre avec le centre de formation du coin et proposa d'accueillir des apprentis. Elle ne chercha pas à faire d'une entreprise une usine de philanthropie. Elle créa des partenariats cohérents avec une logique d'économie locale. La notoriété n'éclipsa pas l'intimité. Les jumelles grandissaient. Elles apprirent, en regardant leur mère, que le travail et la famille pouvaient faire bon ménage. Elles apprirent aussi que la dignité se porte dans la vie quotidienne, dans la façon de repasser une chemise, dans la manière de rendre la monnaie exacte, dans le soin d'un ourlet. Ada leur transmit non pas des notions d'orgueil, mais un sens de responsabilité. On remet la couture en place. On ne détruit pas l'autre pour se relever. Elles répétèrent ces gestes comme on honore une tradition. Un soir, quelques années après l'événement, une cliente de l'atelier lui posa une question qu'Ada avait entendue 1000 fois sous 1000 formes. « Est-ce que tu regrettes d'y être allée ?» Ada sourit. Elle pensa aux nuits à raccommoder des perles, aux mains qui avaient appris à tenir correctement l'aiguille, aux mails de remerciements de clientes qui disaient « Grâce à vous, j'ai retrouvé une confiance. » Elle pensa aussi aux jours sombres où la peur l'avait envahie. « Non, dit-elle, je ne regrette pas. Je crois que certaines choses demandent d'être vues. La dignité ne se répare pas dans l'ombre. » Elle se montre, doucement. L'histoire d'Ada ne s'arrêta pas sur une apothéose matérielle. Elle n'eut pas une fin spectaculaire. Elle se trouva plutôt dans la répétition des jours où l'on fait le bon travail, où l'on répond aux commandes, où l'on prend soin de ses enfants. Les récompenses furent souvent petites mais constantes. Un article qui vantait la qualité, une commande d'une cliente venue de loin, un sourire d'une apprentie qui venait d'achever sa première robe. Le monde changea autour d'elle. Les réseaux et les modes passèrent, mais l'atelier resta. Les critiques se firent plus rares. Les adversités, la saison creuse, un fournisseur absent, une facture à reporter, arrivèrent comme à tout entrepreneur. Ada apprit à les recoudre. Elle trouva des solutions, fit des prêts modestes, compta ses dépenses. Elle resta réaliste et prudente. Tindu, plus tard, tenta de reprendre contact dans un courrier qui ressemblait à une supplique. Il parlait de changement, de regret. Ada lut la lettre, la posa sur la table et la brûla dans la petite poubelle du coin. Elle ne chercha pas à s'élever moralement. Elle laissa simplement la vie suivre son cours. La justice qu'elle souhaitait n'était pas une revanche enflammée. Elle se satisfaisait de l'ordre moral qui s'était installé, de la manière dont sa propre vie s'était reconstituée. Les jumelles, devenues adolescentes, portèrent parfois leur propre création, bricolée dans l'atelier. Elles riaient, se chamaillaient, et parfois repassaient des tissus pour leur mère. La maison demeurait modeste, mais pleine de présence. Les voisins continuaient à témoigner d'une reconnaissance simple. Un pot de confiture, une aide ponctuelle lors d'une commande urgente. Ada resta ancrée dans son quartier, accessible. Un jour, durant l'anniversaire de l'atelier, Kofi prit la parole devant quelques amis et clientes réunis. Il ne fit pas de grands discours. Il parla d'un tissu, d'une patience, d'une capacité à reconnaître l'autre. Il dit, simplement, « Il y a des choses qu'on ne rachète pas avec de l'argent. Il y a des talents qu'on soutient en silence. » Ada a choisi de montrer sa valeur en travaillant. Pour moi, c'est un honneur de marcher à côté. Ada sourit. Elle n'aimait pas être placée sur un piédestal. Elle était contente que l'on reconnaisse le travail.
Elle leva son verre pour remercier ceux qui avaient tenu un fil, ceux qui avaient apporté une vis. L'atelier vibra d'une chaleur contenue. La couronne qu'elle avait portée ce jour-là entr'ouvrit des portes, mais elle n'en resta pas prisonnière. Elle continua de fabriquer des tiaras, mais aussi des costumes de théâtre, des capes pour enfants, des manteaux renforcés. Elle avait appris que la beauté pouvait être un outil de soin, et non un ornement pour dominer. Les leçons de son histoire se transmirent. Lorsqu'une jeune cliente, efforcée, demanda comment elle avait eu la force d'aller au mariage, Ada répondit avec la simplicité d'une femme qui parle à une autre. « Je n'ai pas cherché à lui nuire. J'ai cherché à être vraie. » La vérité, parfois, se porte sur soi comme un vêtement. Il faut l'accepter. Et lorsque, parfois, quelqu'un eut envie de transformer la scène en revanche, elle parlait lentement. La vengeance se nourrit de rage. La dignité, elle, se nourrit de travail. Je préfère l'ouvrage qui reste. La vidéo de sa marche au pavillon demeura disponible en ligne, mais au fil des mois, elle fut accolée à d'autres vidéos. Des tutos, des portraits d'artisans, des extraits d'ateliers. Les algorithmes, eux aussi, finiront par intégrer la diversité de ses gestes. Les commentaires se modifièrent. Ce qui était d'abord un moment viral devint une pointe d'une narration plus large, celle d'une femme qui recoud. À la fin, l'histoire ne se résuma pas à une image triomphale, mais à une série de petites victoires. Ada n'avait pas écrasé son passé. Elle l'avait réassemblé, morceau par morceau, comme on répare un vêtement aimé. Elle avait appris à tisser autour d'elle une communauté. Elle n'avait pas demandé de couronne pour régner. Elle l'avait fabriquée pour rappeler que chacun porte sa valeur. L'armée n'avait pas été une troupe belliqueuse. Elle avait été la présence respectueuse d'alliés qui protégeaient simplement le passage. Ensemble, ils avaient transformé une provocation en un acte de visibilité et d'autonomie. Un soir de printemps, alors que la boutique fermait ses portes, Ada regarda la rue. Les lampadaires jetaient une lumière douce sur le trottoir. Les jumelles, maintenant grandes, riaient en préparant une robe pour un spectacle scolaire. Elle posa la main sur la machine, sentit sa surface chaude et pensa à toutes les nuits où ses doigts avaient appris à tenir le poing. Elle se leva, prit la tiara qu'elle avait gardée dans un tiroir et la plaça sur une étagère, près d'un carnet de patron. Elle savait que la vie n'était pas un seul moment, mais une suite de gestes quotidiens. Si son histoire avait une morale, ce n'était pas la chute d'un homme, mais la manière dont une femme choisit de se tenir. Elle choisit la reconstruction plutôt que l'anéantissement. Elle choisit la visibilité plutôt que la revanche. Elle choisit, enfin, la transmission. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui doit entendre qu'on peut répondre à la honte par la dignité. Abonnez-vous pour d'autres récits où le courage se tisse jour après jour.